Alors, les carrières des ingénieurs SPCI, c'est un petit peu difficile parce qu'en fait, la formation d'ingénieur SPCI est très large, hein, physique, chimie, biologie. C'est totalement singulier, cette transdisciplinarité. Et la conséquence de cela, c'est que les carrières sont extrêmement diversifiées dans des thématiques et dans des entreprises qui sont extrêmement diverses. Donc, on n'a pas d'ingénieur SPCI type, contrairement à d'autres écoles d'ingénieurs qui ont des thématiques plus marquées. Mais ce qui est important, en particulier pour les candidats au cycle ingénieur, c'est de bien comprendre que c'est une ouverture extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez être exposé à différentes disciplines et vous allez avoir des affinités avec certaines autres et peut-être un peu moins avec certaines et peut-être avec des surprises aussi, mais véritablement, cet horizon extrêmement large va vous permettre de choisir quelque chose qui vous plaît et une voie qui vous plaît véritablement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est peut-être quelques chiffres. Aujourd'hui, 80% des ingénieurs SPCI travaillent en entreprise. On a 70% des jeunes diplômés aujourd'hui qui font des thèses. Donc, on voit tout de suite que ce sont des carrières qui sont dans des entreprises à haut contenu technologique et avec des atouts scientifiques qui sont pointus. Donc, une très grande diversité de carrières dans des entreprises très diverses. Alors, on a sollicité un certain nombre d'alumni et d'alumnae, hein, donc d'ingénieurs de l'école. Et je pense qu'on va commencer tout de suite et on va respecter un peu l'ordre de seniorité, c'est-à-dire que je vais passer la parole à Isabelle. Isabelle qui nous a sollicité il y avait quelques mois pour faire une conférence à l'école sur l'informatique quantique et qui a énormément plu et a intéressé beaucoup d'élèves en particulier, mais aussi pas mal d'alumni. Et c'était très intéressant d'avoir justement quelqu'un qui vient de l'industrie d'une entreprise que tout le monde connaît comme IBM et qui vient aussi nous proposer des thématiques pointues et on tombe sur aussi un aspect très fort de la formation d'ingénieur spécialiste, c'est cette interface et cette culture de l'innovation, cette culture de l'innovation en entreprise et dans l'industrie. Et je pense que vous allez pouvoir l'entendre ce soir avec nos grands témoins. Donc Isabelle, je peux te passer la parole pour avoir une petite description de ton parcours. Alors, il faut que tu mettes ton micro. Alors, le micro. Ouais, je pense que c'est bon Voilà, là. c'est Voilà. bon. Merci. Bon, À bah, toi. merci. Bonsoir à tous. Et effectivement, j'ai le plaisir d'introduire et de commencer ces interviews parce que quelque part, je vois que je suis le senior de la bande. Voilà, donc effectivement, moi, quand j'ai quitté l'école, j'ai souhaité aller dans l'industrie. Je voulais faire de la production, je voulais voir du concret. Et donc, je suis rentrée chez IBM dans une magnifique usine de production de puces électroniques qui existait à l'époque à Corbeil-Essonnes. Et finalement, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que finalement, ce métier n'était peut-être pas celui que j'avais envie de faire toute ma carrière, parce que c'était un métier de très haute spécialisation technique et il fallait donc avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à creuser un sujet techniquement pendant longtemps. Et puis que c'était un métier qui, quelque part, était limité dans des contacts et un écosystème qui était quand même assez fermé. Et moi, j'avais envie d'être plus ouverte, d'avoir plus de contacts à l'extérieur. Donc, à l'époque, IBM m'a proposé de rejoindre les ventes et finalement, j'ai fait toute ma carrière dans les ventes chez IBM. Alors, on peut se dire, mais finalement, cette formation d'ingénieur que tu avais eue, à quoi ça a bien pu servir pour faire une carrière dans les ventes? Et je dois avouer que je crois que cette formation a été vraiment un atout pour moi, pour réussir dans les ventes, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que IBM, quand même, est une société de haute technologie. Et donc, quelque part, il faut être capable de comprendre un peu plus que superficiellement les technologies qu'on vend. Et ça aide beaucoup d'être capable justement d'appréhender un peu en profondeur les technologies que l'on commercialise.
2e caractéristique, je trouve, qui m'a beaucoup aidée, c'est on est sur une industrie, enfin, on est sur une industrie de l'IT, hein, qui a évolué terriblement, mais terriblement au cours de ces quelques années. Moi, je ne vous referai pas l'histoire, mais enfin, j'ai connu une informatique vraiment d'un autre siècle, d'un autre univers. Et finalement, cette évolution permanente, permanente qu'il y a eu, est quelque chose d'extrêmement, intéressant et cette capacité d'apprendre, de passer d'une technologie à l'autre, d'en comprendre les limites, les intérêts et cetera. Je crois que là aussi, mon background d'ingénieur m'a permis de faire tout ça facilement et de cultiver finalement cette soif d'apprendre, autour d'une technologie très, très innovante. Voilà, après, chez IBM, on vend de la technologie, mais on vend surtout une technologie pour servir des besoins clients, donc variés, dans des industries variées. Et au cours de ma carrière, j'ai eu des clients dans des industries variées, allant de l'aéronautique à la santé, à la pharma, et même aux caisses de retraite et à l'assurance, vous voyez. Donc, des domaines d'activité extrêmement variés. Et je pense que, voilà, et si on veut être un bon partenaire pour ses clients, il faut comprendre leurs problématiques et capable aussi de passer d'un bureau d'études à une unité de production, à une unité de chaîne logistique ou même à de la finance. Et quelque part, savoir s'adapter, c'est aussi une caractéristique, je crois, qu'on apprend en étant ingénieur et ça a été aussi pour moi quelque chose de fort d'avoir ce background, quelque part multidisciplinaire comme l'a dit, Sylvain, mais qui m'a permis finalement de me fondre, assez bien, et de comprendre assez bien et assez vite les problématiques des clients pour pouvoir effectivement, bah, inventer avec eux, des solutions pour y répondre. Puis la vente, c'est aussi beaucoup de pragmatisme, d'organisation, d'analyse, de curiosité, et finalement un bon esprit de synthèse. Donc c'est quand même des caractéristiques et des atouts, qu'on a quand on est ingénieur, je pense, et qui m'ont aussi, servi tout au long de cette carrière. Alors, je terminerai juste par le fait que, bah, quand on fait une carrière, on a besoin de toutes les compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, mais on a aussi besoin de skills complètement différents qu'on appelle les soft skills aujourd'hui ou disons, des skills autour du management, du leadership, des skills très, très importants en termes de compréhension des relations humaines, d'expression, d'écoute active, de communication et d'entrepreneuriat. J'ai vu que j'avais beaucoup de jeunes là qui sont des jeunes entrepreneuses et bravo à vous. Donc voilà, je crois que c'est aussi des choses qu'on apprend à l'école qui sont peut-être plus de nature différente, mais qui peuvent enfin, qui vous aideront énormément dans votre carrière. En tout cas, moi, qui m'ont aidé et dont j'ai puisé la source, bien évidemment, dans tous les exercices et dans toute la pratique qu'on a pu avoir à l'école. Voilà, donc vous voyez, aujourd'hui, j'ai changé de casquette. J'ai pris une direction marketing, la direction marketing d'IBM France depuis quelques mois. Voilà, donc le marketing, c'est un monde, à part entière, beaucoup de buzzwords, beaucoup de technicité aussi autour de ça. Mes atouts à moi, c'est d'être, vraiment pragmatique, d'avoir appris ça, je pense, avec mon profil d'ingénieur, au fond de moi, d'aller en profondeur, mais tout en étant capable de faire une synthèse et aussi être très curieux. Donc voilà, tout ça, on l'apprend à l'école et moi, ça m'aura servi dans toute ma carrière qui est peut-être un peu atypique, je dirais, mais qui m'a permis bah, de faire les choses que j'avais envie de faire et que je n'avais pas forcément du tout perçues quand j'ai fait mes études, hein. Et c'est finalement en travaillant qu'on se rend compte qu'on a envie de faire des choses différentes. Et mon background d'études m'a permis de le faire. Voilà ce que je voulais dire, si vous avez peut-être des remarques ou des points. On fera peut-être les questions tout à la fin parce que il faut qu'on passe
Bien avec sûr. Maëlys, en fait, on va faire un petit saut dans le temps, puisque Maëlys devra nous quitter dans quelques minutes. Donc, je vais te passer la parole. Merci en tout cas beaucoup, hein, Isabelle, c'était très clair. Et on voit tout de suite que l'esprit de synthèse, tu l'as totalement maîtrisé et acquis aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, Maëlys, si tu peux mettre ton... Oui, ok, bah, c'est à toi. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Maëlys Gros, je suis une 122. Et donc, en sortant de PC, moi, je voulais faire ingénieur R&D dans le photovoltaïque. Je voulais pas faire de thèse. Résultat, j'ai fait tout l'inverse. Donc, comme quoi, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc, actuellement, donc, je suis la fondatrice et la présidente d'une entreprise qui s'appelle Circouleur, qui fabrique des peintures recyclées et qui crée une filière de recyclage là où il n'y en avait pas, donc pour les fonds de pots de peinture. Et donc, là-dedans, la formation APC, là où elle m'a beaucoup aidée et apporté, je pense, c'est déjà, j'ai fait le saut de passer de la science des semi-conducteurs, ce qui était le cas dans le photovoltaïque, à la chimie de formulation. Donc, techniquement, ça n'a pas grand-chose à voir. Et c'était d'avoir des bases dans beaucoup de domaines scientifiques et techniques depuis PC qui m'a permis de faire élégamment ce saut sans trop d'encombre. Et aujourd'hui encore, les aspects de bio que j'ai appris me servent aussi à l'heure actuelle. Donc ça, c'était un point important. Et donc d'avoir en fait des compétences dans beaucoup de domaines techniques, parce que finalement, aujourd'hui, les domaines scientifiques et techniques sont hyper vastes. Et donc, pour en faire le tour, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui offrent un champ aussi large là-dessus. À côté de ça, du coup, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y avait pas mal de choses que j'avais moins fait que, par exemple, si j'avais été dans une autre entreprise, dans une autre école, des choses type plus justement du marketing, du financier, des choses comme ça. Mais au final, ça, c'est des choses qui s'acquièrent plus facilement en dehors. Et de toute façon, pour l'entrepreneuriat, on a un accès à la formation qui est assez bon. Et tandis que si ça avait été des domaines, des aspects techniques et scientifiques, ça, pour les acquérir après la sortie de l'école, c'est compliqué, quoi. Et un dernier aspect, je pense, qui me tient à cœur, moi, donc, en fait, ce qui fait le lien entre ces deux domaines dans lesquels j'ai travaillé, c'est l'aspect développement durable, l'aspect impact environnemental positif de mon activité qui me prend quand même une bonne partie de la journée. Donc ça, c'était quelque chose que je savais que je voulais faire déjà dès l'époque de PC. Et sur ça, alors l'école, à l'époque où j'y étais, n'était pas hyper enfin, de toute façon, aucune école n'était vraiment à fond là-dessus, hein. C'était pas trop tant que ça le sujet de l'époque quand j'y étais. Mais là, l'école actuellement, donc le PC est en train de faire vraiment un gros travail pour justement plus axer les choses là-dessus. C'est aussi porté par des élèves et des anciens élèves qui sont très impliqués là-dedans. Et il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se passer à PC sur ce sujet du développement durable. Je ne sais pas s'il y a des questions, éventuellement, au pire, je pourrais peut-être y répondre en différé parce qu'effectivement, j'ai une contrainte après à 19h. Tu peux prendre peut-être une question? Oui. Est-ce qu'il y a une question pour Maëlys? Soit vous activez votre micro, soit vous la posez sur le chat. Moi, j'en ai une pour toi qui va être en fait un peu pour tout le monde. C'est est-ce que vous recrutez? Oui, on recrute. J'ai une PCN là, qui m'a envoyé une candidature de stage là. Oui, on recrute. Alors, nous, l'équipe, on est une équipe de 11 personnes. Dedans, il y a la moitié, c'est des chimistes. Donc, oui, on recrute actuellement et on va continuer à recruter. Le principe d'une start-up, c'est que ça grossit vite. Donc, on recrute régulièrement. Très bien. D'autres questions pour Maëlys? On entend que... Non?
Moi, j'avais juste encore une autre question. C'est parce que tu parles souvent de PC et de l'évolution de PC, effectivement, sur la thématique du développement durable et que je connais parce que j'interagis beaucoup avec le directeur. Toi, tu interagis avec des gens de l'école aujourd'hui? Alors, j'interagis avec des gens de l'école d'une manière un petit peu informelle. Il y a un Discord qui s'est formé justement pour bouger les choses. Justement, quand je parlais d'étudiants très motivés, c'est un peu à ça que je pensais. Et donc, j'interagis, oui, mais plutôt de façon informelle, D'accord. Donc, on retrouve pas cette forcément avec interface. la direction. D'accord. On retrouve cette interface de l'école avec les entreprises et avec l'industrie. Merci Maëlys, on ne te garde pas plus longtemps, c'était très sympa. En tout cas, bravo et merci pour ton témoignage. On va revenir un petit peu en arrière. Merci à vous. Alors, il se trouve que moi, je suis entre la 99e et la 118e, mais peut-être je dirai quelques mots à la fin. Je vais passer la parole à Alice. Donc, Alice Oui, Choumiet, qui est de la bonjour à tous. 118e, donc diplômée en 2003. Tout à fait. Alors, donc moi, je fais un petit peu une synthèse entre les 2 premières participantes en ayant encore un autre parcours. C'est là qu'on voit bien la diversité. Alors moi, après le SPCI, j'ai fait une thèse, en fait, une thèse de physique et encore pendant toute ma thèse, je me suis demandé si j'allais aller dans le public ou dans le privé. Et finalement, voilà, j'ai fini dans le privé et j'ai travaillé, pendant 12 ans chez Schlumberger, qui est une entreprise de services pétroliers. Et une des raisons qui m'avait fait, choisir cette entreprise, c'est le fait que juste après ma thèse, je suis partie dans les opérations. C'est-à-dire que, je suis passée du labo à bottes, casque et on fore des puits, alors en Allemagne. J'étais en Allemagne et donc on forait des puits pour aller chercher du gaz ou des puits, pour faire de la géothermie, profonde. Alors c'est un petit peu d'actualité en ce moment avec ce qui se passe à Strasbourg, mais il y a pas toujours des tremblements de terre quand même. Mais donc voilà, je suis passée, du côté extrêmement académique aux opérations, puis je suis revenue en R&D où j'ai passé le plus clair de mon temps en fait sur, là encore, mon expérience a été extrêmement variée et je et le fait d'avoir, travaillé à l'ESPCI à des niveaux de recherche parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, l'école a un programme tout à fait unique qui nous plonge au cœur des laboratoires de recherche, heu, d'une part par les travaux pratiques, mais aussi par un système de tutorat. Alors je ne sais pas si vous avez eu ces présentations-là par ailleurs, mais qui nous permettent d'apprendre à lire des articles scientifiques et à faire de la bibliographie dans toutes les thématiques qu'on étudie. C'est-à-dire qu'en fait, après, on est capable de se dire: «Je ne connais rien à un sujet», ce que ce soit en physique, en chimie, en biologie et puis moi je l'ai appliqué à énormément d'autres choses après, j'en parlerai, un peu plus tard. Mais on est capable de s'attaquer à un domaine, de façon assez pointue et à repartir de zéro en se faisant ses connaissances et ça m'a mais servi, largement chez Schlumberger où finalement j'étais plus ou moins toujours celle qui était la créatrice de la feuille blanche. Enfin, en général, j'étais souvent sur ces, missions-là de démarrer des projets de R&D, parce que justement, j'avais acquis cette capacité de passer d'un sujet à un autre et de réfléchir globalement. Alors j'ai poussé encore plus loin cette, diversité. Alors pour le coup, moi, avant d'être entrepreneuse, je me suis formée à HEC et donc j'ai appris les notions de marketing, de vente, de finance, dont parlait Maëlys. J'étais moins courageuse, j'ai pas appris sur le tas, même si avec ce que je lisais, auparavant, j'en aurais peut-être été capable. Mais pour le coup, j'ai attendu que des cours, le fassent pour moi. Et à la suite de cette, formation complémentaire, donc j'ai fondé Géosophie. Alors d'une part avec, une bonne crise de la quarantaine parce que j'ai 41 ans et me dire que de travailler dans le pétrole, c'était juste devenu impossible. Et d'autre part parce que, parce qu'en fait, j'avais quand même envie de réutiliser, mon savoir et ce que j'avais développé et acquis comme compétences très variées dans le sous-sol. Et c'est pour ça que j'ai fondé Géosophie avec mon associé qui, lui est normalien, nul n'est parfait et qui a, aussi, fait une thèse de physique, travaillé chez Schlumberger et lui a pris la partie plutôt technique et ensemble, on s'est lancé dans cette aventure-là. Sachant que ce qu'on a développé aujourd'hui, c'est un moteur de recherche qui permet de savoir rapidement pour un bâtiment donné s'il y a dans son sous-sol des ressources qui permettraient de lui fournir un chauffage et un rafraîchissement décarboné. Donc c'est une énergie, la géoénergie, locale, durable, dont on parle très, très
peu en France, alors qu'il y a des pays comme la Suède où il y a le quart des bâtiments qui sont connectés. Donc, autant vous dire qu'il y a un potentiel gigantesque et qu'on est là pour aider à ce développement-là. Donc voilà, pour faire, j'avais dit que je redirais un petit mot quand même sur le fait de passer d'une discipline à une autre et en effet là, enfin c'est aussi ce qu'on fait, à Josophie puisqu'on travaille même avec des chercheurs de Dauphine aujourd'hui dans nos problématiques et en fait, ça a été assez naturel de me mettre à des sujets de sciences humaines et aujourd'hui c'est plutôt ça mon scope, vu mes fonctions. Donc voilà, on passera aux questions à la fin si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Alice. Et j'ai la même question pour toi en fait que pour Maëlys. Est-ce que tu recrutes? Ah oui, oui. Alors, oui, si c'est le moment de dire. Alors on recrute. Effectivement, en ce moment, on a un poste ouvert en data science, donc machine learning, idéalement. Et donc on a aussi un poste de commercial ouvert, voilà et puis des stages, on adore les anciens de l'ESPCI. Voilà, c'est les meilleurs. Bon, on prend des normaliens aussi, on en a en ce moment. Bon, non, mais en fait, on prend, en fonction de leur spécialité parce que je suis il y en a aussi des géologues qui viennent d'autres écoles, donc voilà, mais des stagiaires en permanence. On a toujours au moins 3 stagiaires avec nous et 2 postes, ouverts en ce moment de postes, pour les grands quoi, qui ont fini leurs études. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Alice. Très intéressant. Vous êtes basée à Paris, hein, c'est ça? Ah oui, pardon, on est basé à Paris. Oui. Place d'Italie. Place d'Italie. Merci. On va passer à Céline. Donc, Céline, qui est de la même promo, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'Alice, et qui, elle aussi, dirige une entreprise, mais une entreprise d'une taille un petit peu plus grande, une PME, Noraker, qui se trouve à Lyon. Donc, Céline, si tu peux ouvrir ton micro, Oui, ça y est, vous m'entendez? ça va être à toi. Merci en tout cas. OK, parfait. Bah, écoutez, merci, de nous donner la parole, c'est un plaisir. Je vais vous faire une présentation un peu chronologique de ma «carrière» entre guillemets, pour, montrer en fait que dans une carrière, on a plein de carrières et que même si c'est linéaire chronologiquement, c'est pas du tout linéaire, en termes de contenu et d'orientation, de géographie. Alors donc j'ai démarré, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans les labos de R&D, d'abord chez Philips, hein, sur les scanners à rayons X. Ça, c'était en Allemagne. Hem, juste avant, en fait, pour dire, par quoi j'ai fini à APC, j'ai fait moi le master de biotechnologie. Donc avec un désir et un souhait tout de suite de partir dans l'industrie, hein, dans le privé et de mettre au concret et au profit, toutes les connaissances accumulées chez PC, très rapidement. Voilà, la thèse ne m'intéressait pas à l'époque, je voulais vraiment aller dans le concret. Donc j'ai démarré, chez Philips, en Allemagne et puis ensuite j'ai rejoint, L'Oréal à Paris pendant, 5 ans où j'ai été dans les laboratoires de R&D pour évaluer les produits capillaires. Donc tous les shampoings, les colorations, mon job consistait à mettre au point les nouvelles, machines et les nouveaux tests pour évaluer les propriétés de tous les produits capillaires de L'Oréal, heu, évaluer la douceur qu'apporte un shampoing, la couleur ou la brillance qu'importe une coloration. Voilà, ça m'a occupé 5 ans à Paris, à Clichy et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité avec L'Oréal de partir à Shanghai pendant, 4 ans et demi, 5 ans, où là, j'ai monté, ce laboratoire d'évaluation capillaire. Ça, c'était une grande aventure humaine, puisqu'il fallait, voilà, monter un laboratoire, recruter, des collaborateurs chinois, se faire à une nouvelle culture et puis on est parti avec mon mari, lui a pu aussi, être c'est aussi un ancien PC. Lui était chez Philips, donc on est tous les 2 partis à Shanghai et puis, c'est, à ce moment-là aussi qu'on a, eu nos enfants, donc 3 petits bouts de chou qui sont nés à Shanghai. Donc on a cumulé, une belle aventure humaine, professionnelle, beaucoup de voyages. Voilà, c'est le goût de l'aventure et du voyage nous a pas mal conduits, pendant un certain nombre d'années. Je pense que c'est aussi la formation PC, hein, diversifiée et qui, ouvre, beaucoup l'esprit, qui donne ce goût, en fait. En tout cas, pour notre part, ça a été, formateur de ce côté-là.
Et puis en 2012, nous rentrons en Europe, aux Pays-Bas, où là, mon mari a voilà, une opportunité de job aux Pays-Bas. Et puis, souvent, comme il arrive chez les jeunes mamans, ça fait partie de l'aventure. Voilà, je quitte L'Oréal et puis je me consacre pendant 1 an et demi, 2 ans à ma famille. C'est pas forcément une période simple parce que voilà, il faut concilier, il faut, mettre aussi, certaines priorités, en avant à ce moment-là. Voilà, pour moi, à ce moment-là, c'était la famille mais bon, assez rapidement, le goût du travail, de l'aventure, m'a manqué et donc c'est là où j'ai, un peu fait un retournement à 180 degrés. C'est-à-dire que j'ai rejoint à ce moment-là, en fait, un fonds d'investissement, ce qu'on appelle une family office où j'étais et je suis d'ailleurs toujours le conseil scientifique en fait pour investir dans des startups. On investit en très early stage dans des startups medtech, biotech basées en France. Et donc voilà, il s'occupe de la partie financière, je m'occupe moi de la partie plutôt scientifique et technique. Et en fait, ce fonds avait dans son portefeuille, enfin a toujours, Noracare, que je dirige aujourd'hui. Et Noracare, en fait, en 2015, était un petit peu, se cherchait. C'était une entreprise qui était voilà, en difficulté financière, en difficulté au niveau, se cherchait au niveau produit, positionnement. Et donc, j'ai pris la direction opérationnelle de Noracare en 2015 pour voilà, lui redonner vraiment enfin tenter. L'objectif était de tenter de lui redonner un coup de peps et la relancer. Et les choses voilà, les choses s'organisent plutôt pas mal. Depuis 2015, on a bien progressé en termes de chiffre d'affaires. On a mis sur le marché plusieurs produits. Donc Noracare, on est un spin-off en fait de l'INSA, donc une entreprise de biotech, de medtech très innovante. Notre technologie, en fait, c'est de concevoir des implants pour la chirurgie orthopédique qui permettent de reconstruire les tissus osseux. Donc, par exemple, si vous avez voilà, un patient qui souffre d'une tumeur osseuse que le chirurgien doit opérer, il se retrouve avec en fait un déficit osseux et nous, on a des produits en fait qui permettent de combler ce déficit et de reconstruire le tissu osseux sans produit in fine. En fait, c'est l'os au final qui va finir de compléter, de combler le défaut. Et donc depuis 2015, je dirige cette structure et vraiment là, c'était le plongeon dans l'inconnu quand même de façon assez importante puisque autant je pouvais, comme disait Alice, bien appréhender rapidement toute la partie scientifique et technique, autant sur toute la partie soft skill, management d'une entreprise, stratégie commerciale, stratégie marketing, voilà, gestion RH, tout ça était très nouveau. Donc, ça a été le grand bain d'un coup. En 2015, nous étions 10. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus d'une vingtaine. Et je dirais que voilà, la rigueur qu'a pu apporter l'apprentissage APC m'a certainement permis en fait d'appréhender toutes ces nouvelles compétences à apprendre de façon relativement, je dirais, sereine et voilà, sans heurts. Et aujourd'hui, chez Noracare, voilà, nous sommes plus d'une vingtaine et oui, nous sommes aussi en cours de recrutement. Il y a toujours un petit peu de recrutement, même par ces temps houleux. Donc voilà, l'idée de mon témoignage, c'était vraiment de montrer que on a plein de vies dans une vie professionnelle et qu'un choix qu'on peut faire à un moment donné ne va pas, en aucun cas, surtout aujourd'hui, ne va pas vous driver pour les 40 prochaines années. Et je dirais, voilà, il faut choper au fil de l'eau ce qui se profile, ce qui se présente, et puis prendre des risques et avancer au fur et à mesure sans trop se faire des nœuds au cerveau. Être bien entouré, c'est très important et tout se développe, je dirais, plutôt sereinement ensuite. Voilà pour mon témoignage. Merci beaucoup, Céline. Donc, tu as anticipé ma question. Merci. Euh, on voit qu'il y a un fil d'Ariane hein, entre ces témoignages. Très intéressant.
Maxime nous a rejoint. Bonjour Maxime. Enfin, tu nous as rejoint depuis un petit Oui, moment oui, maintenant. j'avais quelques minutes de retard. Pas de Mon souci. train revenant du Nord avait quelques retards. Et, écoute, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles de ton parcours à toi. Avec plaisir. Donc moi, je suis Maxime Lefranc. Bonjour à tous. Je suis de la 126e promotion de la SPCI, donc diplômé en 2011. Du coup, je remercie Sylvain de m'avoir invité aujourd'hui, parce que du coup, ça donne l'occasion de aussi prendre un peu de recul sur son parcours, qui est encore assez court, mais qui a eu déjà quelques rebonds. Et c'est vrai que il y a une résonance forte parmi les témoignages que j'ai entendus auparavant sur effectivement ce qu'avait apporté la formation de l'ESPCI et quel goût j'avais et qu'est-ce qui me plaisait dans ces aventures industrielles que je vais vous décrire juste après. Donc, du coup, moi, après avoir été diplômé de l'ESPCI, donc j'ai fait une thèse. À l'époque, je ne savais pas trop effectivement si je voulais travailler dans le monde académique ou industriel, mais je savais que le SPCI m'avait vraiment donné le goût des sciences et de vouloir pouvoir mener en fait en toute indépendance des aventures scientifiques. Et donc, j'ai choisi une thèse un peu où il y avait cette dimension d'aventure, partir sur un sujet qui n'avait jamais été exploré, partir vraiment d'une question assez fondamentale. Donc, j'ai travaillé sur de la mécanique de la matière molle dans un des laboratoires de l'ESPCI, d'ailleurs, le laboratoire Gulliver. Et il y avait vraiment tout à construire autour de ce projet à partir de cette question et partir d'une page blanche et se dire, voilà, pour répondre à cette question, il va falloir que je maîtrise les sciences de la matière molle, la microfluidique, la mécanique, la microscopie. Et tout ça, c'était des choses en fait que j'avais eu la chance de pouvoir découvrir à PC. Et du coup, je me sentais vraiment armé pour affronter cette question et créer moi-même mon propre parcours scientifique. Et du coup, au bout de 3 ans, donc on n'est pas forcément arrivé au bout de la question, mais on a avancé, on a construit des choses, on a travaillé en équipe, on a créé des interfaces, des interactions avec d'autres laboratoires partenaires pour mieux avancer. Et tout ça, en fait, ça a été les premières briques qui m'ont dit un peu comment moi je souhaitais travailler, comment je souhaitais me développer d'un point de vue professionnel, dans quel type d'environnement j'avais envie de travailler. Mais du coup, à la fin de cette thèse, j'ai rejoint le groupe Saint-Gobain en tant que chef de projet R&D dans une filiale du groupe qui travaillait sur de la R&D en amont, qui était vraiment en mode projet au service de toutes les filiales du groupe Saint-Gobain, donc qui m'a offert une expérience de la R&D industrielle en fait hyper riche, parce qu'on a travaillé sur des procédés, des matériaux de construction, sur des produits pour de l'aéronautique, des produits vitrés blindés pour certaines applications militaires, du développement produit pour les applications feu dans le bâtiment. Donc vraiment une diversité de sujets, de complexité, mais toujours beaucoup de transversalité entre de la chimie, de la physique. Et le fait de connaître toutes ces dimensions et de les avoir intégrées pendant mon cursus à l'ESPCI et pendant ma thèse, ça m'a vraiment décomplexé. Ça a donné en fait un regard différent sur ces problèmes que certaines autres formations pouvaient ne pas forcément avoir parce que pas forcément exposées à cette diversité de sujets. Donc voilà, j'ai travaillé 5 ans chez Saint-Gobain, à vraiment m'éclater scientifiquement et en ayant beaucoup de liberté dans cet environnement de recherche industrielle, mais en même temps très orienté vers des applications, vers les besoins des filiales en termes d'amélioration de procédés, amélioration de produits. Et il m'est arrivé un peu au bout de 5 ans, j'étais très heureux et un peu une chance de la vie d'être contacté par une entreprise qui s'appelle Innovafid et dont je suis le responsable R&D aujourd'hui, qui est en fait une entreprise biotechnologique qui élève un insecte, la mouche soldat noire, et qui, à partir de cet insecte, en fait, crée une nouvelle source de protéines pour l'alimentation animale, l'aquaculture. On travaille aussi sur maintenant les élevages monogastriques, les porcs, la volaille, et donc de travailler à une alimentation plus durable des animaux
qui nous servent de nourriture. Et ça, du coup, c'était un projet qui, pour moi, résonnait beaucoup en termes de sens. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que le monde est un monde complexe, que si on veut résoudre ce problème complexe, on va devoir trouver des solutions technologiques simples. Et donc, il faut trouver les bonnes solutions simples à des problèmes complexes. Et c'est vrai que la stratégie d'Innovafeed d'utiliser cet insecte. Donc, l'insecte, en fait, est nourri de coproduits issus de l'agro-industrie, donc des déchets. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont considérées comme des déchets ou des produits de très faible valeur. Et l'insecte, en fait, il reprend son rôle écologique de concentrateur de nutriments et il va venir accumuler tous ces nutriments et recréer, régénérer une alimentation, des ingrédients, des aliments de qualité pour les poissons notamment. Donc, j'ai trouvé que l'idée, elle était évidente une fois dite comme ça. Mais en fait, ce qu'il y avait à faire et ce qu'il y a à faire encore, c'est de faire marcher la solution simple. Même si elle est simple, il faut trouver la meilleure façon de la faire marcher. Il faut résoudre tous les problèmes industriels que peuvent présenter l'élevage d'un insecte qu'on ne connaît pas encore beaucoup. Et du coup, pour faire marcher un problème aussi transversal qui fait appel à de la biologie, à de la mécanique des fluides pour optimiser les conditions, à la mécanique du solide, à l'analyse de données, les statistiques. Et en fait, il faut s'entourer de personnes qui ont des profils très variés, très diversifiés, des compétences complémentaires. Et je dirais, mon dernier point, du coup, c'est que le SPCI m'a donné cette connaissance des différents domaines scientifiques, des différentes compétences, de qu'est-ce que pouvait apporter telle compétence, quel problème ça pouvait permettre de résoudre. Et du coup, aujourd'hui, je construis mon équipe R&D qui était de 4 personnes il y a un an et aujourd'hui de 12 personnes. Et j'essaie de m'entourer de nouveaux profils différents, pas forcément des biologistes, mais voilà, des gens qui peuvent nous aider à résoudre tous les problèmes qu'il y a à résoudre pour faire marcher ce nouveau modèle industriel. D'accord, merci Maxime. Donc, j'entends que vous recrutez aussi. Oui, on recrute beaucoup. J'accueille des anciens de l'ESPCI dans mon équipe, Marine Bézagu, Nicolas Tacoen, D'accord, ok. qui ont rejoint l'aventure Innovafeed il y a quelques mois. Donc, c'est une très bonne nouvelle et je suis très heureux de les avoir à mes côtés pour avancer. L'un qui apporte sa vision data aujourd'hui, analyse de données, data science, et puis Marine qui a travaillé sur les protéines pour le biomédical avant et qui du coup travaille sur le développement de nouveaux produits à base des protéines et à base des huiles qu'on utilise aujourd'hui et qu'on cherche à mieux valoriser et à rendre plus performantes. Très bien, on retrouve toujours cette notion de mobilité professionnelle facilitée. Merci beaucoup Maxime et on va passer à Gaël. Donc Gaël Blivet-Bailly qui est doctorant à l'école, il est dans son laboratoire actuellement. Et Gaël, c'est à toi. Bon, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis au bureau. Donc moi, je vais entamer ma 3e année de thèse au laboratoire de biochimie à l'ESPCI. Et je travaille sur des méthodes d'analyse de cellules cancéreuses. Donc c'est des nouvelles méthodes qui consistent à faire de l'analyse sur ce qu'on appelle sur cellules uniques, donc des cellules isolées les unes des autres. Et donc on utilise la force de la microfluidique pour faire ça. Et donc l'idée de la thèse, c'est d'être capable, tout en utilisant ces technologies-là, de revenir à comment étaient positionnées les cellules dans le tissu avant qu'on les encapsule en microfluidique. Donc peut-être pour recontextualiser, je vais faire un peu aussi moi la chronologie de mon parcours, même si je suis un peu plus early stage que les autres témoignages qu'il y a pu y avoir aujourd'hui. Mais du coup, ça peut être aussi être un peu plus, en tout cas, à court, ça va avoir une vision un peu plus court terme pour vous. Donc moi, j'ai fait une prépa à Rennes, PCSI, PSI. Donc j'avais pas du tout imaginé que j'allais faire des sujets en relation avec les biotechnologies. Et donc j'ai intégré le SPCI sur le dossier directement, venant de PSI. Et donc pourquoi le SPCI? Parce que c'est une école qui me faisait un peu rêver déjà. Et donc il y avait l'idée de la continuité scientifique,
qu'on voyait en prépa, avec une ouverture axée vachement innovation, et que ce soit à la fois de l'industrie ou la grosse industrie, enfin les grosses compagnies, des startups, et aussi un certain nombre de personnes qui continuaient dans l'académique. Je ne savais pas franchement vers où j'allais aller, même si j'avais un petit penchant pour le monde de la startup, mais ce fait d'être capable de transférer des connaissances scientifiques qu'on acquises vers de l'innovation, quelque chose de concret dans l'industrie, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intrigué. Et donc, c'est un peu ce qui m'a convaincu à poursuivre vers le SPCI. Et donc, c'est après, c'est à l'ESPCI que j'ai découvert les cours de biologie moléculaire, de biologie cellulaire, il m'a semblé que c'était quelque chose qui était vachement, en fait, qu'ils appellent des connaissances de chimie, des connaissances de physique, et qui était un peu un rassemblement de tout ça. Et d'ailleurs, j'ai pu confirmer un peu mon attrait pour ce domaine-là. J'ai fait un stage une première année dans une startup qui était incubée à l'ESPCI, un peu pour voir comment ça fonctionnait, la startup. Et là, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plu, parce que c'est une startup qui faisait de la microfluidique autour de la biologie, et donc ça faisait appel à la fois des connaissances physiques, donc pour être capable de produire ces gouttes qui font quelques picolitres, d'injecter dedans une bille, une cellule, différents composés. Il y a de la chimie, parce qu'il fallait construire ces billes. Pour faire ces gouttes, il y a des questions de surfactants, donc ça s'appelle de la chimie. De l'optique, parce qu'on a besoin de mesurer, c'est des tout petits volumes. Et donc pour ça, il y a un système de laser avec des photomultiplicateurs. Donc on arrive à mesurer des tout petits volumes qui passent très très vite à haut débit. Et puis derrière, dans un but de biologie, c'est-à-dire de comprendre mieux des mécanismes biologiques, ou de sélectionner certaines cellules qui vont produire particulièrement un type d'anticorps, par exemple. Donc il y a vraiment, je trouvais, un espèce de cohésion entre ces différentes méthodes, et c'est quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Donc j'ai fait ce premier stage. Je suis parti chez Philips aussi, stage industriel, donc là dans une industrie un peu plus grosse sur le domaine de la santé. Et puis après aussi, la force de l'SPCI, c'est tout le réseau de laboratoires de recherche dans le monde. Donc la recherche à l'SPCI est très forte et très internationale. Et donc on a des possibilités, alors peut-être un peu moins cette année à cause des conditions sanitaires, mais d'habitude de partir faire un stage de recherche dans des laboratoires absolument dingues dans le monde. Donc il y en a qui partent au Japon, d'autres aux États-Unis. Moi, je suis parti aux États-Unis, à Harvard. Et donc là, c'est encore une autre échelle. Et on découvre donc comment il y a une culture de la recherche un peu différente, comment ils travaillent. On était 92 quand je suis parti dans le labo, donc vraiment des labos énormes. Et en tout cas, c'est quelque chose que permet le SPCI, du fait de l'excellence de la recherche. Il y a un réseau qui s'est créé, des relations avec d'autres laboratoires à travers le monde. Et donc, c'est aussi une façon d'apprendre, d'autres façons de travailler, d'autres cultures scientifiques. Donc, très, très intéressant. Et donc, à la fin de ces 3 ans à la SPCI, pour la question de cette 4e année qui est un peu ouverte, où on peut la construire un peu comme on veut pour compléter les 3 premières années. Et donc, moi, je me posais un peu la question j'avais vu un peu la recherche, comment ça fonctionnait, le SPCI, un peu à l'industrie, un peu à l'international. Et donc, je me suis demandé un peu comment on pouvait passer de la recherche à l'industrie, quelle était la transition entre les deux. Donc, j'ai fait un master un peu tourné autour de la valorisation de la recherche académique, et en partenariat donc avec HEC Entrepreneur. Et donc, pendant 1 an, j'ai été sur différents projets. Donc, souvent, c'était des projets à différents stades, mais c'était des technologies développées dans des labos de recherche, et avec une volonté de le concrétiser en un produit au travers d'une industrie, d'une start-up ou d'un partenariat avec un industriel. Et donc, j'avais ça très complémentaire. C'était quelque chose de très complémentaire finalement de vraiment la partie scientifique que j'avais acquise à l'ESPCI. Et finalement, je voulais donc poursuivre dans le secteur des biotechnologies avec un lien avec l'innovation. Et donc, j'ai trouvé que la meilleure option était de faire une thèse dans un labo à l'ESPCI qui bosse dans les biotech, et avec
un certain nombre de startups qui émergent de ces laboratoires. Donc, je trouvais que c'est un bon contexte pour faire de la recherche. Et en particulier dans le domaine des biotechnologies, où c'est le secteur un peu c'est assez pointu. Enfin, j'avais un besoin encore d'apprendre un certain nombre de techniques, de méthodes de scientifiques que j'avais pas encore acquises, et donc que la thèse me permet aussi d'acquérir. Et donc là, actuellement, justement, je suis toujours en thèse, mais on a créé une startup qui s'appelle Minos Bioscience, qu'on a créé au début de l'année, et donc qui reprend le projet sur lequel je travaille, et puis un projet d'un autre doctorant, et à coupler encore à une brique technologique développée par un autre labo à l'ESPCI. Donc en fait, il y a 3 briques qui ensemble constituent le socle de la startup. Et donc on va prochainement, on a fait une première levée de fonds, on a recruté un CEO, et donc on va poursuivre le recrutement au début de l'année prochaine pour répondre à la question de Sylvain. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai essayé de balayer ça un peu rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Gaël. Et donc Minos Bioscience est incubé à l'ESPCI. Tout à fait, on est incubé au Jean Calvin, juste en face de l'ESPCI. Et c'est très bien ainsi, parce que donc on a l'Institut Pierre-Gilles Lejeune en face, et un plateau technologique auquel on a besoin d'accéder pour les besoins de la startup. Et donc c'est un super incubateur du fait entre autres de cet accès à ce plateau technologique de très haute volée. D'accord. Merci beaucoup Gaël. Comme je vois que l'heure tourne, plutôt que de décrire mon parcours, je vais plutôt poser des questions sur une question simple. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme information quand vous étiez candidat, voire même quand vous étiez élève ingénieur? Quelle information vous pensez qu'il aurait fallu que vous ayez à cette époque-là, qui vous aurait donné de la perspective justement sur les carrières? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui aurait pu, que vous ne connaissiez pas à l'époque et qui a été une surprise par la suite? Question difficile. Moi, je peux dire, mais ça date un peu, je pense. Et quand je vois le parcours là, des présentations précédentes, je suis impressionnée justement à la fois par les possibilités qu'il y a en termes d'ouverture sur des métiers, sur des parcours différents. Je crois que moi, à l'époque, on était beaucoup plus enfermé dans quelque chose de traditionnel, de métier de recherche, très enfermé sur le scientifique. Et là, on voit justement toutes les possibilités qu'ouvre un parcours scientifique au départ, en termes de diversité de jobs, d'entrepreneuriat aujourd'hui, qui n'étaient des choses qui n'existaient pas. Et bon, alors voilà, moi je pense que ça m'a manqué en termes peut-être, même à l'époque, je pense qu'on aurait pu être un peu plus ouvert, et je vois que ça a bien changé. Voilà. Donc effectivement, l'école a beaucoup évolué et aujourd'hui, il y a un grand nombre de double diplômes d'ingénieur, mais aussi avec des écoles de management comme HEC et l'ESSEC. Donc c'est très 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 large, aussi bien au recrutement qu'à la sortie. Effectivement, c'est des choses qui sont très larges aujourd'hui, avec beaucoup de possibilités. Une autre question peut-être, thèse ou pas thèse? C'est une question, alors la donnée que vous avez peut-être entendu sur d'autres conférences, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 70% des jeunes diplômés ingénieurs de l'ESPCI qui continuent dans une thèse. Donc, certains d'entre vous ont fait une thèse, d'autres n'en ont pas faite. Ceux qui en ont fait, qu'avez-vous appris de plus ou de différent que le diplôme d'ingénieur? Et puis, voilà, question sur la thèse. Je veux juste dire d'un mot, je suis en plein dedans. Déjà, je pense qu'il y a un premier facteur. Au début, on dit non, pas thèse, parce qu'on est en prépa et qu'à un moment donné, on se dit qu'il faut en finir. Et puis finalement, on prend goût. Et puis après, ça dépend peut-être aussi des domaines. Mais moi, par exemple, quand je n'avais pas imaginé au début partir pour faire une thèse, et encore moins dans le domaine des biotech.
ou de la biologie moléculaire. Et c'est au fur et à mesure en fait des cours, des TP, des stages qu'on prend ou pas goût à rencontrer une problématique qui nécessite 3 ans en étant optimiste pour être résolue. Et donc je pense que ça peut effrayer un peu au début, mais qu'en fait c'est pas si effrayant que ça. Et ça dépend aussi peut-être des domaines, parce que en particulier, enfin moi j'ai l'impression dans le domaine dans lequel je travaille que c'est vraiment, j'apprends des trucs que j'ai pas appris à l'ESPCI, quoi. C'est pas juste, c'est vraiment, ça m'apporte quelque chose scientifiquement. Peut-être parce que les biotechnologies c'est quelque chose d'un peu plus récent et qu'on n'a pas comment dire, les cours à l'ESPCI ne nous permettent pas de couvrir l'intégralité du domaine. Ouais, moi je dirais aussi autre chose. Alors on va être prothèse aussi. Je suis désolée, je suis un peu dans la même mouvance. Enfin, prothèse à condition d'être intéressé par la recherche. Mais je pense que si effectivement on est intéressé par la recherche ou la R&D, ça vaut le coup toujours de faire une thèse, même si on n'y reste pas plus tard, parce que c'est un moment assez unique où on est seul face à une problématique non résolue, que personne n'a résolue dans le monde, et donc où on a l'opportunité de s'essayer à faire du neuf et à créer vraiment quelque chose. Et en fait, je pense qu'après, ça peut décomplexer pour d'autres activités, parce que la création, ça touche tout un tas de domaines, y compris, je dirais, la création d'entreprise, parce qu'on a déjà fait et pratiqué un certain nombre de sauts dans le vide, comme celui qu'est finalement la recherche quand on est responsable d'un sujet, encore une fois, en thèse. Voilà. D'accord, merci Alice. C'est vrai que ce vertige qu'on ressent quand on démarre sa thèse, surtout sur des sujets nouveaux, soit pour soi, soit même pour son laboratoire partenaire, c'est vraiment assez unique. Et du coup, de pouvoir progresser pendant 3 ans, la notion de temps, je pense, dans la thèse est aussi importante. C'est qu'après, dans vos carrières, quelles qu'elles soient, au final, tout va très vite. Et d'avoir l'occasion de pouvoir vraiment creuser, de travailler sur un sujet, vraiment de l'explorer sous toutes les coutures pendant 3 ans, c'est quelque chose, c'est pas du temps perdu, c'est du temps où vous allez vous construire professionnellement, vous allez mieux vous connaître et du coup aborder aussi votre carrière professionnelle en ayant une conscience beaucoup plus fine de ce que vous avez envie de faire. Que ce soit parce que vous n'avez pas du tout aimé votre thèse ou parce que vous l'avez adoré. Et je pense qu'après, il y a aussi thèse ou pas thèse, et c'est assez réducteur. Je pense que les thèses, vous verrez, il y a tout un tas de... Enfin, il y a plein de formats de thèses. Il y a les thèses académiques, plutôt des thèses en partenariat avec des industries. Je pense que la R&D industrielle, dans chaque entreprise, elle est aussi faite différemment. Et du coup, les projets de thèse peuvent être plus ou moins appliqués, plus ou moins théoriques, plus ou moins académiques. Et je pense qu'il faut aussi prendre bien le temps de faire le bon choix de thèse en fonction un peu de ses appétences et de ses façons de travailler. Merci Maxime. Il nous reste juste quelques minutes. Il y a un point aussi que je voulais vous poser, c'est sur une singularité de la formation d'ingénieur spécialiste, c'est le fait que les promos sont de taille restreinte, du fait en particulier que la moitié du temps est passé dans les laboratoires. Est-ce que vous, en tant qu'alumni aujourd'hui, vous avez des souvenirs de la vie étudiante marquants? Est-ce que le fait que les promotions soient de taille restreinte vous a marqué? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Bah oui, alors moi je vais dire, comme Céline, j'ai rencontré mon mari à l'ESPCI, donc donc voilà, enfin, il y a forcément, j'ai des souvenirs importants sur cette époque-là. Mais au-delà de ça, pour la vie étudiante, moi ce que j'avais coutume de dire, c'est qu'à l'époque, enfin je sais pas si c'est encore le cas, mais quand j'étais, c'était physique, chimie, biologie, théâtre. Et c'est pareil, le théâtre et la pratique du théâtre m'a énormément servi et me sert toujours d'ailleurs, parce que je fais encore énormément de théâtre. Très bien. D'autres souvenirs, réflexions sur justement la vie au sein de la promo et les autres promos? De manière générale, c'est vrai que le sentiment que j'avais quand j'arrivais à l'ESPCI, c'était vraiment d'arriver dans une famille, enfin vraiment dans un environnement stimulant, bienveillant, où effectivement tout le monde
tout le monde se connaît, on apprend à travailler ensemble, on apprend aussi à faire partie d'associations ensemble. Et du coup, c'est une autre forme de collaboration, de construction, des interactions sociales. Et c'est vrai qu'au bout de 4 ans, de partir de l'ESPCI ou 7 ans quand on fait sa thèse comme moi à l'ESPCI, c'est vrai que il y avait une perte. C'est quelque chose d'un un peu difficile, mais en même temps, voilà, très, très structurant pour la suite. D'accord. Peut-être ajouter aussi par rapport à ça, Maxime, je pense, c'est qu'effectivement, on a la chance de côtoyer des étudiants, certes, mais aussi voilà, des chercheurs, des gens qui travaillent à l'ESPCI. Je pense que ça, c'est assez unique et très, très intéressant en termes de relations, sans compter qu'on est au plein cœur de Paris. Et moi, j'ai le souvenir justement qu'on avait une vie culturelle aussi à côté, qu'on a profité à plein de la vie parisienne et beaucoup de théâtre aussi, de café-théâtre à l'époque, je me souviens, et où on pouvait aller à quelques-uns très facilement le soir en sortant des cours. Et bah, c'était super chouette aussi de pouvoir profiter de ça très, très facilement. Oui, les chercheurs font partie de la famille aussi. Alors, on a une question de Clément. Clément, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Clément. Je suis en deuxième année de prépa biologie, donc BCPST à Lyon. Et je comptais présenter justement le concours PC Bio cette année et notamment candidater pour le SPCI. Et bah déjà, on a eu la chance de le voir ce soir. On a une grosse dominante en géologie et biologie dans les débouchés qui ont été présentés et les différents parcours. Je pense à la géologie des sols, géothermie pour Madame Chounier, les produits orthopédiques pour Madame Saint-Olive-Bach ou les différents travaux sur les protéines et les cellules de Monsieur Lefranc et Blivet-Bailly. Et je me demandais si la réalisation d'un parcours et donc d'un projet dans ces domaines, est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui plus compliqué que des domaines on va dire, un peu plus classique en physique ou en chimie? Et comment est-ce que l'école, notamment, à travers différents stages en entreprise, est vraiment une bonne occasion de se préparer au monde professionnel, notamment dans ces domaines? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui, alors moi je veux bien pour la géologie, en effet. Alors, nous on vous prend, hein, dès la première année de stage, dès première année de l'ESPCI, on vous prend en stage. Mmh. Non, c'était blague à part. Et en effet, alors moi je pense que, enfin déjà il faut savoir que la géologie, ça peut s'appréhender avec un filtre différent de physicien, de même que la biologie, il en parlait tout à l'heure, où en fait, on mélange des disciplines et pour ces disciplines-là, comme pour d'autres très pointues en physique ou en, chimie, ultra théorique, l'un ou l'autre, le fait d'avoir vu plein de domaines, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, en fait, je pense que, même si, c'est une chimie, enfin, si c'est biologie ou pardon, ou géologie, ce qui sont les 2 matières qui vous intéressent le plus, vous verrez avec le temps que vous les croiser avec, toutes leurs sœurs et notamment la physique et la chimie, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà. D'accord, merci. Donc, en termes de stage, il y a un stage entre la première et la deuxième année Mmh. qui assez souvent est fait dans un laboratoire académique d'ailleurs. Et il y a un stage industriel de 6 mois entre juillet et décembre au début de la troisième année. D'accord. Voilà. Et le fait qu'il soit aussi long, 6 mois, permet d'aller à l'étranger quand il n'y a pas de crise sanitaire, Mmh. mais surtout d'approfondir un vrai sujet, enfin on confie aux ingénieurs spéciaux des vrais sujets à creuser pendant leur stage industriel. Ça, c'est un point qui est important. D'accord. On a répondu à ta question? Oui, oui, parfait, merci. Merci Clément. D'autres questions peut-être? N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez une question. Je vais juste conclure. Alors d'abord en remerciant nos intervenants. Merci beaucoup pour votre temps. C'est toujours un plaisir de vous entendre et de vous rencontrer. Donc, merci beaucoup. Puis, je voulais terminer rapidement sur l'association Spécialumni. Bien sûr, je pourrais en parler des heures, mais je vais dire une chose importante, c'est que l'association est là pour soutenir la vie étudiante et soutenir les élèves ingénieurs.
et en particulier à travers des prêts et des dons et des bourses. Il y a d'autres systèmes, il y a en fait un écosystème de bourses à l'ESPCI, entre les bourses d'établissements qu'on appelle des bourses Joliot de l'école, il y a des bourses du fonds ESPCI Paris, et il y a aussi des aides de l'ESPCI Alumni. Et c'est vraiment ce message-là sur lequel je voudrais terminer, surtout en cette année 2020 qui a été un petit peu difficile. C'est ce message un peu de solidarité, c'est qu'il y a une solidarité forte entre les alumni, mais aussi entre les alumni et les élèves ingénieurs. Et si vous décidez d'intégrer le SPCI, nous serons là pour vous soutenir, vous aider si vous en avez besoin tout au long de votre scolarité et bien évidemment après quand vous rejoindrez le réseau des diplômés de l'ESPCI. En tout cas, merci beaucoup à tous et je vous souhaite de bonnes fêtes puisque c'est la saison. Merci beaucoup encore pour les intervenants. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.